Bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième journée du colloque international sur Frantz Fanon. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier et que ce colloque puisse donner en fait une possibilité de comprendre les enjeux qui se jouent autour de la réflexion de Frantz Fanon. Et nous allons continuer aujourd'hui à travers 3 panels, en plus des panels des doctorants. Et le premier panel portera sur la question psychanalytique et psychologique, qui était une question assez centrale dans le travail de Frantz Fanon. Et je laisse Tahani Brahma, qui est parmi nous et qui va nous présenter ce panel et les panélistes. Merci. Merci beaucoup Montasser. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est avec un grand honneur que je préside aujourd'hui ce panel consacré à un sujet important pour la compréhension des enjeux contemporains de la psychanalyse et de la décolonisation. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir aux héritages laissés par Frantz Fanon, qui est une figure centrale de la décolonisation et bien sûr l'influence de la psychanalyse et de la pratique psychosociologique dans un monde qui est aujourd'hui très marqué par les héritages du colonialisme. Et donc, nous aurons le privilège d'écouter 3 intervenants de renom. Tout d'abord, je vais commencer par le professeur Wael Garnaoui. Tout d'abord, donc, Abdelmjid Safwan, qui est psychanalyste, ancien titulaire des hôpitaux de Paris, et qui nous proposera une réflexion essentielle sur l'héritage fanonien dans la psychiatrie en Afrique du Nord. Et donc son intervention intitulée « Frantz Fanon, indésirable absent de l'héritage de la psychiatrie en Afrique du Nord » nous parlera éventuellement de l'absence de Fanon dans le champ psychiatrique en Afrique du Nord et qui est pourtant marqué par des tensions postcoloniales. Ensuite, nous aurons le professeur Jamal Amarani, psychosociologue, clinicien et chercheur au Centre international de recherche, de formation et d'intervention en psychosociologie, qui nous parlera de la colonialité au travail, avec comme objet de l'intervention psychosociologique entre héritage et tissage fanonien. Et donc, avec son regard critique, il nous proposera une manière dont la colonialité en tant que structure de domination persistante continue à impacter aujourd'hui le monde du travail et les institutions contemporaines. Et enfin, le professeur Wael Garnaoui, maître assistant en psychologie et fondateur du Border Studies Research Group, qui clôturera donc cette conférence à table ronde avec une intervention sur la psychanalyse du sujet immobile, notamment la néocolonialité des frontières. Il abordera les questions des frontières donc géographiques et psychiques, qui explore donc le phénomène de la migration et du désir de l'Occident. Donc il a édité un livre, il a créé un livre sur la harga et le désir d'Occident, et bien sûr les nouvelles formes de colonialité à travers le prisme de la psychanalyse. Donc nous avons 1h30 devant nous, il est 9h38. Je propose de laisser 25 minutes à peu près à chaque intervenant, et ensuite on prendra les questions de la salle et on pourra y répondre et échanger ensemble sur les différents sujets. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord remercier mes amis Montasser et Wael de l'amabilité et la gentillesse qui me font l'honneur de me faire participer à ce colloque assez unique en son genre. Le dernier auquel, dans ma mémoire, auquel j'ai participé date de 2016 à l'école de la gouvernance, où on avait fait un hommage à Fanon, 2016. Et depuis, je pense qu'il n'y a plus rien eu à ma connaissance. Donc je suis vraiment content d'être ici. Merci à l'UMCSP qui prend cette initiative et qui héberge cette activité. Je voudrais, avant, même si je laisserai plus
à Jamal de le faire, je voudrais rendre hommage ici à quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon parcours. C'est Eugène Henriquez, qui est un psychanalyste, fondateur de la psychosociologie, quasiment on peut dire, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Il est décédé un peu trop tôt, même malgré son âge, parce qu'on avait, juste avant le Covid, avec Jamal, Driss Sikes et d'autres, chez Jamal d'ailleurs à Paris, on avait envisagé de faire un colloque qui devait avoir pour thème la politique du sexuel et le sexuel dans la politique. Et pour aller vite et ne pas trop m'attarder là-dessus, c'était juste dans le sillage de ce qui était arrivé au Maroc, notamment avec le cas de Rissoni. Donc ce projet est resté suspendu et je voulais vraiment rendre hommage à Eugène qui voulait nous accompagner là-dedans. Voilà. Peut-être tu en diras d'autres sur la façon dont lui-même il connaît bien cette terre et sous sous ciel de Ben Gueldérif, où il intervenait déjà dans les années 60. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'on pourrait dire un enfant du pays, d'origine brésilienne, mais il est un peu de partout. De nombreuses questions soulevées hier, et certainement encore aujourd'hui, elles le seront davantage, quant aux formes multiples et protéiformes de la présence du spectre de Frantz Fanon dans nos préoccupations et disciplines parfois proches et parfois éloignées, me sont apparues tellement plus importantes, voire cruciales, que ce que j'avais prévu initialement de partager avec vous concernant les péripéties et limites que rencontre la diffusion de la psychanalyse au Maghreb et dans le monde arabe, me semble un peu dérisoire. Je tâcherai donc, si on a le temps, notamment lors des discussions, d'être un peu plus en phase avec cette dynamique initiée par vous, autrement plus riche que les préoccupations intimes de psychanalystes soucieux des conditions d'émergence ou d'implantation de la psychanalyse loin de sa terre natale. Et dans ces ailleurs, qu'on peut dire les ailleurs de la psychanalyse, sa marge. À ne pas en douter, c'est là aussi une affaire éminemment politique, comme j'essaierai de le montrer à partir de l'impression d'un rendez-vous manqué pour la psychanalyse avec le sentiment d'une pensée lumineuse qui a disparu, celle de Fanon, qui aurait pu préparer le terrain de sa possible advenue au Maghreb. Il en avait posé les jalons. Pour rappel, la psychanalyse a suivi un sens de diffusion progressif depuis la Mitteleuropa, puis allant dans un mouvement de diffusion d'Est en Ouest jusqu'en Amérique, puis l'Amérique latine, où, dans sa rencontre avec les élans révolutionnaires, elle a pu trouver une place de choix et accompagner les mutations sociales et politiques que connurent ces sociétés au lendemain de leur indépendance. Ce fut encore plus vrai pour le Mexique. Ce fut le cas tout particulièrement en Argentine et au Mexique, d'où le succès qu'on lui reconnaît aujourd'hui là-bas. Si la psychanalyse a pu s'implanter très partiellement en Inde, puis en Chine, elle n'a quasiment pas pu prendre pied, ou presque, dans le monde arabe. Parallèlement à cette diffusion, un parallaxe politique pourrait se dessiner suivant le degré d'ouverture que ces sociétés pouvaient connaître, ou pas, pour une telle rencontre. Gageons que Fanon, avec son antériorité épistémique, avec sa fine connaissance de l'arrière-scène coloniale, dont il fit les descriptions psychopathologiques les plus pertinentes et énonçait les observations cliniques les plus incisives, à travers sa description du syndrome nord-africain notamment, aurait pu constituer dans le contexte maghrébin le point de départ d'une clinique humaniste, préparant la venue d'une psychanalyse qui préfigure l'homme neuf qu'il désirait tant pour les peuples colonisés. Antériorité épistémique donc, mais sans lendemain. Mais s'il avait déjà esquissé pour nous les contours d'une géographie de l'intime, pour reprendre la formule de Khatibi, Nordin a évoqué hier, Afaya Nordin a évoqué ce grand penseur. Donc la géographie de l'intime qu'il convient d'entendre chez Khatibi en lieu et place du travail de l'inconscient. Bon, il n'en est rien finalement au Maroc, en tout cas. Pour essayer de comprendre cette impossibilité ou ce rendez-vous raté
avec l'histoire, on en parlait avec Latifa tout à l'heure, sur les ratages de l'histoire, et Souad et Raja. Je mentionnerai rapidement le constat issu d'un travail important fait par Livio Boni et Sophie Mendelssohn, qui animent le collectif de Pantin, en région parisienne, et qui travaillent sur le décolonial à partir de la psychanalyse. Leur livre, sous le titre de Psychanalyse du reste du monde, c'est un gros livre, je ne sais pas s'il pourrait circuler entre vous, si vous voulez. J'ai l'habitude de me trimballer toujours avec les livres parce que je pense que les jeunes doivent les toucher de leurs mains. Donc, leur livre sous le titre de Psychanalyse du reste du monde, une géohistoire de la subversion, fait un large diaporama sur la situation de la psychanalyse dans le monde à partir de ses ramifications et nouages anthropologiques et politiques qui en déterminent le devenir. Je rappelle rapidement que la dimension de subversion, contenue dans ce titre donc, la subversion est inhérente au projet psychanalytique dès l'origine, et l'idée même d'un inconscient à l'œuvre dans nos actes et pensées procède à l'idée sous-jacente et qui dérange, qu'il y aurait un sens caché ou crypté à nos actes et pensées. Autant de messages codés dont une certaine rationalité, entre guillemets, permet l'interprétation, réduisant significativement la part laissée à l'arbitraire et à un pouvoir extérieur qui les détermine malgré nous. Avouons que si cette idée dessaisit l'homme de sa toute-puissance sur son destin, elle fournit du même coup une grille de lecture qui obéit à une rationalité causale, celle de l'inconscient. Toutes les cultures et tous les régimes politiques ne sont pas forcément à même de composer avec ces latitudes qui relativisent le pouvoir de manière générale et remettent le sujet au cœur du destin, de son destin, qu'il lui reste à inventer. C'est ce processus d'émancipation qui est contenu dans le procès de l'analyse. Disons idéalement au moins. La subversion est donc d'emblée attachée à ce qu'on appelle l'éthique de la psychanalyse, où s'origine le cœur même de toute émancipation, au contraire de ce qui serait le règne de la domination et de la servitude volontaire. Fanon, confronté à la situation coloniale de son arrivée à l'hôpital de Blida, a fait le lien directement entre l'aliénation mentale et l'aliénation coloniale. Se décoloniser soi-même, pour reprendre la formule du psychanalyste lacanien Octave Mononi, équivaut d'emblée à ce processus de libération qu'on pourrait attendre de la cure. Fanon et les générations futures. Redécouvrir et mettre l'enseignement de Fanon aujourd'hui à la portée et à l'usage des jeunes générations permet de rencontrer et de renouer avec l'élan et le vœu réellement libérateur que les indépendances n'ont finalement pas réalisé, comme le dit le philosophe d'origine algérienne Slouha Boulbina. C'est resté un vœu, en tout cas un travail inachevé. 3/4 de siècle après les indépendances, il faut bien reconnaître que ni les idéaux humanistes prônés par Fanon n'ont pu être réalisés, ni la psychiatrie coloniale dont il fait la critique n'a réellement opéré sa propre décolonisation. Malgré le grand intérêt que représente à mes yeux le travail unique et inestimable fait par mon confrère Jalil Bennani dans son ouvrage Psychanalyse en terre d'islam, introduction de la psychanalyse au Maghreb, paru en 1996, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas réellement élucidé le sens de cette non-advenue de la psychanalyse dans le monde arabe et au Maghreb particulièrement. Il s'agit à mon sens d'un problème d'un héritage impossible. Nous pouvons lire dans ce livre, par exemple, j'ai pris juste un passage, mais il y a tellement de passages qui pourraient être intéressants à scruter. Les psychiatres maghrébins sont des représentants de la science, dit-il. Cette science est un héritage de l'ère coloniale. Même si des institutions psychiatriques avaient existé dans les temps anciens, et même si à cet égard l'Occident lui-même a une dette vis-à-vis de la science arabe, les psychiatres maghrébins ont construit leur savoir et leur pratique à partir des vestiges coloniaux. La poursuite de la mise en place d'institutions hospitalières bâties sur le modèle occidental, l'usage des médicaments psychotropes et le recours à la nosologie occidentale en témoignent. Je ferme les guillemets. Des résonances de survivance coloniale donc sont présentes. Par ailleurs, dès la préface faite par Benjamin Stora et un certain Alain de Mijola, que nous sommes quelques-uns à connaître. C'est un grand psychanalyste qui est l'auteur d'un grand dictionnaire de psychanalyse intéressant.
À titre de brève illustration, voici ce que Benjamin Stora, lui, écrit dans cette même préface. Les pays musulmans, et particulièrement ceux du Maghreb, pourtant si proches de la France par l'histoire, la culture ou les échanges économiques, présentent souvent à l'observateur occidental pressé l'image de sociétés impénétrables, figées dans des traditions ancestrales indéchiffrables. Le travail des chercheurs dans toutes les disciplines des sciences humaines consiste précisément à bousculer, détruire ces systèmes de représentation qui nous empêchent d'accéder au réel. Faute de temps, je ne pourrais pas prolonger les citations, mais il y en a quand même un paquet. Pour avancer, je voudrais insister sur la portée du projet politique contenu dans les postulats princeps de la psychanalyse. L'idée de la genèse même d'un moi, pour rappel, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce langage, l'idée de la genèse même d'un moi qui s'autonomise, un moi né de sa différenciation originaire avec le ça, et qui doit résister aux caprices de la pulsion d'un côté et tenir de l'autre côté des exigences du surmoi et de la censure. Ces principes d'autonomie du sujet, acteur de son désir, entre guillemets acteur, sont contenus dans les projets de la psychanalyse dès le début. Et avant la rencontre des idéaux de libération de toute forme de domination ou d'assignation propre au joug colonial. Toute forme d'assujettissement ou de domination sont à bannir. Laurie Lofer appelle dans un livre paru récemment, sous le titre de « Une psychanalyse émancipée », parle donc de comment la psychanalyse aurait encore à s'émanciper. Une psychanalyse donc elle-même décolonisée, débarrassée de ses oripeaux, parfois ethnicistes, ou lorsqu'elle reste sourde aux mutations sociales qui y ont transformé de fond en comble les conditions de vie, des structures de la famille, de la parentalité, de la sexualité, qui, selon la formule de Mostafa Safwan, lient l'intelligibilité de l'époque à notre capacité à nous saisir des métamorphoses contemporaines de l'éros, dans sa critique de ce qu'il appelle la civilisation post-édipienne, etc. Jean Alouche, c'est un livre paru assez tardivement dans le parcours de Mostafa Safwan. Jean Alouche, fin lecteur de Lacan et de Michel Foucault, dit que la psychanalyse, tout simplement, la psychanalyse sera foucaldienne ou ne sera plus, désignant ces nouvelles exigences auxquelles la psychanalyse aurait à se soumettre dans sa rencontre avec des ailleurs non européens, espace où résonnent d'autres langues et dialectes, porteurs d'histoires notamment coloniales, de mythes autres, et d'autres formes de discursivité qui peuvent proposer d'autres conceptions et configurations de la subjectivité et de l'altérité. C'est le sens du travail de Tammy Ayouch sur le nécessaire travail d'hybridation, il l'appelle ainsi, hybrider la psychanalyse, relativement aux notions d'ethnie, de sexe, de race et de colonialité, notions dominées, selon lui, par la blanchité, contenue dans les postulats même de Freud. Et les assignations sexuelles binaires en font partie. Patriarcale, domination contenue aussi dans une psychanalyse orthodoxe ou dogmatique. Pour son compte et à sa manière, Jacques Derrida a depuis bien plus longtemps et dans d'autres textes, dont Géopsychanalyse, que je conseille à ceux qui veulent se familiariser avec cette problématique, qui ne date pas d'hier, hein, ou dans Psychanalyse, The West and the Rest, c'est un texte connu, il appelait déjà à cette autocritique que la psychanalyse ne semble pas encore suffisamment entamée. Comme le dit Marie Gésic, il y a un texte que je devrais... La fertilité de la pensée analytique dépendrait de son enracinement dans la culture du pays qui s'y attache. C'est intéressant ce truc. La fertilité de la pensée analytique dépendrait de son enracinement dans la culture du pays qui s'y attache. En effet, impossible de prendre au sérieux l'hypothèse de l'inconscient sans considérer le sol d'où il est parlé. Lacan propose d'aiguiser les outils autochtones, c'est son terme, pour creuser profond des sillons où la psychanalyse puisse marcoter. Mais ce retour à Freud ne peut s'opérer qu'en bouturant la psychanalyse à la culture et à la langue du lieu qui prend au sérieux l'inconscient. Selon la définition que j'en ai fait tout à l'heure, bien sûr, brièvement. Il y a un texte que j'avais publié dans le livre collectif avec Driss Xiekes et Fatma Itmous, le tissu de nos singularités, qui pourrait servir éventuellement pour ceux qui veulent approfondir cette question de la subjectivité et l'altérité. Ainsi, décoloniser l'inconscient. C'est le titre d'un séminaire à Sainte-Anne. Décoloniser l'inconscient.
animé par Frédéric Battinger, dans le cadre de la chaire de philosophie à l'hôpital, et ce travail d'archéologie, commencé par Fanon, à même le sol maghrébin. Cette décolonisation inachevée est la condition préalable de ce que Castoriadis appelle l'instauration d'une subjectivité réflexive et délibérante. Vous voyez, on est aux confins de l'épistémologie et de la politique. On peut dire une épistémopolitique. Or, Frantz Fanon, avec sa perspicacité pénétrante de l'âme du colonisé, a décelé dans la domination coloniale, coloniale, c'est pas mal comme la Suisse. Il fallait le faire, ça. Incroyable. Bon, si on dit que l'inconscient reste à décoloniser, personne n'est... personne n'est tapé. كاين هادي عندنا ديجا واحد الحساب تحسبوا لي لابسوس ديال لي زونسيان كولونيزي كو نو سوم دايرين واحد الورقه فين ما ماركا شي واحد تيقول لي ها هو. Moi, j'ai pas vu le film parce que je l'ai vu à Paris. Je me suis, tu vois, j'ai pris mes précautions. Ouais, d'accord. Sinon, je serais qu'un lapsus permanent. Donc, Frantz Fanon, avec sa perspicacité pénétrante de l'âme du colonisé, que nous sommes tous, l'ancien colonisé, a décelé dans la domination coloniale la négation de toute subjectivité à venir. Je pense avec Jacques Derrida que tant que la psychanalyse, ça j'y tiens beaucoup, tant que la psychanalyse n'a pas encore entrepris et donc encore moins réussi à penser, à pénétrer et à changer les axiomes de l'éthique, du juridique et du politique de nos sociétés, le travail initié par Fanon pour faire émerger l'homme neuf qu'il appelait de ses voeux n'est pas accompli. Ça c'est clair. Mais quand je dis par exemple, pourquoi est-ce que personne n'écrit rien ? Bon, je me mets là-dedans aussi, hein, même si je suis plus en France qu'ici. Le mariage des filles mineures, il n'y a pas de rien. La violence au quotidien, les parricides, les infanticides, etc., il n'y a rien. Il n'y a pas la moindre revue de psychanalyse ou de psy quelque chose ici. C'est quand même assez symptomatique. C'est incroyable. Un petit passage. Excusez-moi si je suis un peu brouillon. Je crois que c'est page 86. La portée, ça c'est dans la psychanalyse face à la théologie, un petit chapitre. La portée subversive de la psychanalyse est justement ce qui amène Derrida à s'interroger sur les missions de celle-ci en ce siècle, à partir de ce qui en constitue le socle tranchant de la vérité freudienne. La psychanalyse, nous dit-il, serait le nom de qui, sans alibi, théologique ou autre, se tournerait vers ce que la cruauté psychique, ça va vous rappeler des choses qui ont été dites par Malika El-Barh hier. Il serait le nom de ce qui, sans alibi théologique ou autre, se tournerait vers ce que la cruauté psychique aurait de plus propre. Partout où une question de souffrir pour souffrir, du faire du mal ou laisser faire du mal pour le mal, partout en somme où la question du mal radical ou d'un mal pire que radical ne serait plus abandonnée à la religion ou à la métaphysique, aucun autre savoir ne serait prêt à s'intéresser à quelque chose comme la cruauté, sauf ce qui s'appelle la psychanalyse. C'est Derrida, je crois, probablement dans État d'âme, un livre qui est paru en 2000, État d'âme de la psychanalyse. Alors, 40 ans après l'arrivée des premiers psychanalystes locaux, du moins au Maroc, on ne trouve que peu de traces de la psychanalyse, ni comme clinique, ni praxis, dans les hôpitaux, d'où elle est totalement absente. Ça, c'est quelque chose qui me chagrine réellement. Si, parce que le service public devrait pouvoir intégrer ça et donc traiter au lieu de laisser... Si sous forme, donc ni sous forme d'enseignement à l'université. Seuls quelques cabinets privés existent et pour quelques usagers, pourrait-on dire très privilégiés. Rappelons-nous que la psychanalyse est une pure émanation de la pensée critique qu'a sécrété le XIXe siècle. Un Occident en crise aiguë et dont, selon les mots de Lacan, la psychanalyse aura été le symptôme. C'est-à-dire que c'est un symptôme
qui fait émerger la psychanalyse d'un Occident, on peut dire, inquiet, au XIXe siècle. C'est aussi le moment des colonisations qui avaient déjà démarré, pour ce qui concerne l'Algérie, par exemple, bien avant. Réputée l'héritière des Lumières, elle aspire à embrasser les idéaux contenus dans l'esprit de rationalisation et de subjectivation de toute l'expérience humaine. Soustraire le sujet à toute forme d'assignation, le libérer. Fanon l'avait bien perçu et on a fait l'usage que l'on sait. Youssef a rappelé hier, je ne sais pas, il a Youssef, tu es là. Il a rappelé quelque chose qui me paraît très très important, sur à la fois deux références, la notion de miroir dans la situation coloniale et aussi l'histoire du passé, de rapport au temps. Ça serait bien qu'on y revienne. Alors comment cette discipline, à sa manière révolutionnaire, n'a-t-elle pas trouvé sa voie dans ces contrées au sud de la Méditerranée? Il y a une très belle définition, peut-être que j'y reviendrai après si on a le temps, dans la discussion notamment, une des belles définitions de la psychanalyse selon quelqu'un qui s'appelle Pontalis, peut-être que certains connaissent, Bertrand, oui, Bertrand Pontalis. Il est l'auteur de fameux dictionnaires avec Laplanche. Jean Laplanche et Bertrand Pontalis. Il dit la psychanalyse est cette discipline qui sert à prédire le passé. Et je trouve je dirais un mot tout à l'heure parce que j'ai pensé à l'Aroui, à ce qui intéresse Smito, Montasser et d'autres, hein, l'Aroui, Jabri, des choses que j'ai rencontrées quasi incidemment sur leur rapport à la psychanalyse. Donc, dans l'ouvrage Psychanalyse du reste du monde, ouvrage collectif que j'ai tout à l'heure mentionné, j'y ai une petite contribution. La psychanalyse, consubstantielle au monde occidental, ne pouvait qu'irradier dans le monde extra-occidental, accidental même. Ne pouvait donc qu'irradier dans le monde extra-occidental, lequel n'aurait que deux possibilités: l'accueillir par importation et imitation, ou lui résister en raison d'un point d'incompatibilité foncière. Civilisation encore régie par la religion, régime autocratique et illibéraux, absence de conception individualisante. Quelque chose a été dit aussi hier de cette affaire avec Youssef. Tu as parlé de l'individuation. Donc, individualisante dans le sens de l'introspective du sujet. En tant que discours subversif, la psychanalyse ne peut s'implanter donc que si certaines conditions sont réunies. Selon l'historienne de la psychanalyse Elisabeth Rodinescu, dans son livre Généalogie, la psychanalyse ne peut émerger dans une société que si les trois conditions déjà citées sont réunies, ce à quoi elle ajoute la nécessité que soit présente préalablement, sur le sol concerné, une tradition psychiatrique qui existe et qui est au service des hommes et des femmes atteints ou atteintes de troubles mentaux. Allez, je pense que je ne dois pas être loin. Il me semble que ce qui a préexisté dans le Maghreb colonial, comme pratique psychiatrique, n'était en rien au service du soin psychique des peuples, qui les a assignés plutôt à un statut d'indigènes, les privant de toute subjectivité. Disons qu'il reste encore beaucoup à faire du côté du travail sur l'ancien colonisé, pour reprendre le terme d'Albert Memmi. Si en Algérie, la psychiatrie coloniale était fondée sur la déshumanisation et le racisme systémique au Maroc, la violence du colonialisme n'était guère moindre, mais pour une autre raison, la psychanalyse ne s'est pas implantée, à mon sens. Il me semble que cela est le problème d'un héritage impossible, comme je l'ai évoqué plus haut, qui est au cœur de cet empêchement. Très rapidement alors, il n'y a pas eu, à mon sens, de rupture critique avec celui qui est considéré comme le père fondateur de la psychanalyse, René Laforgue. Ça serait trop long, il faudrait quasiment une autre communication pour parler de ça. Je passe vite là-dessus. Le père fondateur de la psychanalyse, selon Jalil Bennani, qui s'appelle René Laforgue, personnage trouble et énigmatique, bien documenté par Jalil Bennani dans son livre que j'ai cité tout à l'heure, précédemment évoqué. René Laforgue s'était réfugié au Maroc à la suite de suspicions de collaboration avec les nazis. Il faut dire que René Laforgue était un des fondateurs de la psychanalyse en France, avec déjà en 1927 les Juliette Favès-Boutonnier, Lagache et autres. On peut donc dire que dans un cas comme dans l'autre, il était impossible qu'un héritage
contaminée à ce point, puisse faire germer l'idéal de l'affranchissement libérateur que porte en ses plis la psychanalyse. On sait que la honte, comme la culpabilité, font le lit de toutes les formes d'inhibition et d'empêchement qui font le lit du symptôme, voire même le symptôme. C'est ainsi qu'on pourrait esquisser une compréhension partielle de l'ambiguïté structurelle et historique qui caractérise le rapport complexe attaché au nom de Fanon, resté sans postérité, sans la postérité qu'il mérite dans l'espace sociétal et politique au Maghreb postcolonial et celui du Maroc, encore une fois, particulièrement. Fanon est le nom qui dit non à toute aliénation. S'il n'a pas eu de postérité, c'est que la colonisation se poursuivait encore. Il faut que j'aille vite, Yac. Bon, je passe sur un travail fait par Karim Al-Azali qui vaut la peine d'être consulté, sur le trauma colonial. Je pense que c'est un livre aussi qui... Pas celui-là, mais vraiment quelque chose qu'il faudrait... Je l'avais présenté il y a longtemps à la colonie Barré, en 2019, quand il est sorti. Je passe. Oui. Néanmoins, quand même dire que si la psychanalyse n'a pas eu le dessin ou le destin qu'on aurait pu espérer, elle a néanmoins fait quelques rencontres. Je passe rapidement sur quelque chose qu'on a pas mal travaillé avec Driss Xikas et Zakaria Rani dans le cadre d'un séminaire qui était à Rabat toute l'année dernière, sous le titre de « Décoloniser la psychanalyse par ses marges, l'intime, le culturel et le politique », et où on avait travaillé sur l'ouvrage, en tout cas ce qui me concerne, L'amour dans les pays musulmans, de Fatima Mernissi. Fatima Mernissi a réellement eu une rencontre avec la psychanalyse. À mon avis, c'est la psychanalyse qui n'a pas rencontré suffisamment Fatima Mernissi, qui, dans ses pages de plusieurs livres, La femme dans l'inconscient, etc., a été beaucoup plus psychanalyste que les psychanalystes eux-mêmes, et a appelé d'un même vœu Ibn Hazm et Freud, ce qui est assez... Rapidement, Khatibi, lui, sur un plan beaucoup plus marqué, a réellement rencontré la psychanalyse. Il fait d'ailleurs état dans plusieurs textes de sa propre analyse, bien qu'elle fût courte, 3 ans, ou un peu moins. Mais néanmoins, c'était plus intéressant peut-être pour nous, et je ne sais pas si Montasser est là, il n'est pas toujours là, il va rater quelque chose. On lui racontera, oui, ah, de l'eau. Donc, voilà, je pense que Jabri, comme l'Aroui, ont fait un effort pour aller chercher du côté de dispositifs psychanalytiques de quoi éventuellement soutenir leur réflexion sur les histoires d'identité. À mon sens, c'est resté toujours extrêmement rudimentaire. Je vais vite, mais je veux bien discuter de ça. Le seul chez qui j'ai trouvé vraiment une approche à peu près, j'allais dire, intéressante, en tout cas pertinente, c'est un de mes anciens profs de philosophie, quand j'étais à Rabat, il y a très longtemps, il y a 40 ans, c'est Mohamed Sabila. Il a des textes dans lesquels on le voit vraiment manier les concepts et les notions de psychanalyse avec une certaine habileté. Je pense que... Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, parce que sinon je démarre le chapitre suivant, pour juste faire... Une annonce rapidement pour qu'on donne le sentiment qu'on n'est pas uniquement sur un gouffre ou un vide abyssal. Il y a des choses qui se font. Je suis content d'ailleurs de compter Wael parmi les membres d'une association qui est en train de naître, qui s'appelle l'Association maghrébine pour la psychanalyse, et qui a déjà, avec Raja Ben Slama et un autre confrère de Paris, marocain, Abdelhadi, et aussi le groupe décolonial qui existe depuis 3 ans maintenant et qui travaille assez sérieusement. Certains parmi vous en font déjà partie. Donc il y a quelque chose, on n'est pas sur un vide mélancolique. Merci. Alors, bonjour à tout le monde.
Merci beaucoup à Montasser. Je sais pas où il est. Merci à l'Institut des études avancées pour l'invitation, évidemment, à l'Université de Ben Guerir. Je suis très heureux vraiment de participer à ce moment qui interroge le tissage qu'il y a entre globalement les sciences humaines et les travaux sur le décolonial de Fanon. Alors moi, je vais vous parler d'un endroit aujourd'hui. Ah oui, j'ai vraiment la tablette. Je vais vous parler en fait d'un lieu qui peut investir en fait. D'un lieu qui peut investir par les travaux, que ce soit des sciences humaines ou même le décolonial, qui est l'institution et qui est le travail. Voilà, c'est ce lieu-là que je propose vraiment d'aborder ensemble. Et donc, évidemment, le lien avec Fanon, ça va être le lien, en tant que psychosociologue, j'ai vraiment un lien de filiation avec l'analyse institutionnelle. Et donc l'analyse institutionnelle est très liée aussi à toute l'histoire, à son histoire, et dans ses fondements. Et dans ces fondements, il y a évidemment la psychothérapie institutionnelle. Et tous les dispositifs, en guillemets, d'intervention qui sont utilisés dans la thérapie institutionnelle, et là, en l'occurrence, à Blida par Fanon. Et donc, je vais un tout petit peu déplier ce dispositif d'abord de la thérapie institutionnelle et faire le lien avec ma propre pratique d'intervenant, voilà, en tant que psychosociologue. En tant que psychosociologue, je fais partie, ça a été dit, du CIRFIP, et depuis un certain temps, depuis la rencontre notamment de Magid, voilà, je consacre mes travaux de recherche à partir de mes interventions sur la question de la colonialité au travail. Voilà, c'est ça en fait, objet d'intervention. Voilà, c'est ça en fait. Évidemment, la colonialité au travail, quand on est intervenant sur des situations concrètes dans les institutions, c'est un objet évidemment de travail pour les personnes qui nous demandent et qui me demandent d'intervenir, mais c'est aussi un objet pour moi. Parce qu'il était question aussi de se décoloniser soi-même. Donc je vais essayer de tenter en fait dans ce mot, quoi, cette petite conférence-là, de partager avec vous une expérience. Alors du coup, le temps, parce que pour déplier avec vous une intervention et voir comment ça se passe concrètement, il y a besoin un tout petit peu de rentrer dans le détail. Donc je vais rentrer un tout petit peu dans les détails pour que vous voyez de quoi il s'agit quand on fait de l'intervention psychosociologique sur le travail dans les institutions. Et à partir de là, évidemment, vous verrez le lien qu'il y a avec tous les travaux de l'approche de la psychothérapie institutionnelle. Et après, je prendrai un tout petit peu de temps sur les éléments théoriques, parce qu'il y a à penser aujourd'hui la question du travail et la clinique du travail. C'est quelque chose qui y a beaucoup de travaux là-dessus. Et évidemment, il y a un chaînon manquant. C'est la connectivité dans le travail. Et du coup, donc, dans ce travail d'intervention avec mes collègues chercheurs, praticiens, ou CIRFIP et ailleurs, c'est une question aussi qui change parfois même le champ de gravité d'analyse. On introduit la connectivité au travail. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon propos par rapport à ça. Donc, je me suis rendu compte dans ce colloque, en fait, dans cette colloque, quoi, je me suis dit, tiens, hier, vous allez en parler, et finalement, je vois que c'est pas beaucoup abordé l'expérience de Fanon à Blida elle-même, et comment il s'est pris très concrètement. Voilà. Et j'aimerais juste, parce qu'en fait, ça va me prendre peut-être 5 minutes, mais c'est bien d'en parler, parce que, et de dire quels sont les fondements théoriques derrière cette approche. Voilà. Et à partir de là, je vais vous parler d'une situation. Alors, il se trouve qu'il y a une situation d'intervention que j'ai faite en Algérie. Parce que moi, j'interviens entre les bords entre les deux rives. J'interviens en France, mais aussi j'interviens dans le Maghreb, en Algérie, pas très loin de Blida. Voilà, donc c'est pour ça que dans une institution. Voilà. Mais là, cette fois-ci, c'est pas dans un hôpital, vous verrez. C'est dans une multinationale qui fabrique des médicaments pour les hôpitaux. C'est pas pareil.
Voilà, donc toute la question de l'institution. Alors, je vais peut-être un tout petit peu revenir sur... à mon avis, c'est important de revenir... Alors, donc, je vais prendre 5 minutes, pas plus. Si je dépasse 5 minutes, tu me dis, Jamal, ça ne va pas parce qu'il faut absolument que j'en consacre du temps sur la situation. Alors, la pratique de la thérapie sociale de Fanon à Blidin s'inscrit dans le mouvement de thérapie institutionnelle expérimentée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à l'hôpital de Saint-Alban par François Tosquelles, qui dirigeait l'hôpital. Alors Tosquelles, il invente une pratique qui articule la psychanalyse et la critique de l'institution. C'est un républicain espagnol qui a combattu les fascistes dans la guerre civile en Espagne. Projeté dans cette guerre, il va soigner les blessés de guerre dans un contexte de pénurie où soignants et malades sont soumis au rationnement. Tosquelles va mettre en œuvre un dispositif dans lequel les soignants et les malades travaillent ensemble pour cultiver, bricoler, fabriquer, etc., des habits pour que l'hôpital soit autosuffisant. Alors c'est là où c'est intéressant. Il va aussi créer des solidarités entre l'hôpital, les paysans et les habitants locaux. Cette expérience sera féconde. Les paysans et les habitants... cette expérience sera féconde. Je reviens. Oui, il ne faut pas que je me fais compte. Tosquelles découvre que certaines pathologies quittent les malades. Les symptômes des maladies résultent des rapports de pouvoir aliénants dans l'institution. L'enjeu est donc de soigner aussi l'institution. Alors, l'institution... Et donc, du coup, le travail qu'il a commencé à faire, c'est l'articulation entre l'aliénation, quelque part, individuelle et l'aliénation aussi de l'institution. Tout l'enjeu est autour de là. Cette articulation-là qui est vraiment intéressante et qui va créer d'ailleurs la thérapie institutionnelle. Donc, en fait, c'est soigner l'institution vise à déconstruire les rapports de pouvoir aliénants qui se nichent dans les pratiques des psychiatres et des soignants. Le dispositif ouvre un espace d'expression de soi dans l'activité et le rapport institutionnel qui permet d'accéder à sa subjectivité. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de travaux sur la notion d'activité. On sait bien que l'activité, c'est un objet tiers qui lui-même ouvre un investissement psychique et social qui est complètement, qui est fondamental dans l'investissement psychique des personnes. Mais ça, c'est une autre discussion pour avoir. Donc, mais je m'arrête juste là pour dire l'apport de la psychanalyse à ce niveau-là est très important. Parce qu'en fait, il s'agit d'analyser et non de refouler la place des forces psychiques dans la dynamique collective soignant-soigné pour les empêcher de se fixer dans la domination, de laisser la place à la rencontre de l'autre et de vivre les événements inhérents à l'activité humaine. D'autre part, alors ça c'est vraiment important, d'inverser la logique du savoir détenue jusqu'alors par le psychiatre dans le processus de la guérison du côté du malade. En prenant le malade, en prenant la parole, c'est lui qui a le savoir pour mettre au travail son inconscient dans les séances individuelles et collectives. Enfin, la prise en compte du transfert comme fonction essentielle dans la transformation de l'analysant et de l'institution. On sait bien que le transfert s'actualise dans la relation analysant-analysé, mais il est toujours dans la vie quotidienne, il est dans les groupes et dans les collectifs. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus sur les transferts latéraux, les transferts à l'institution, etc. Donc c'est un matériau très important de travail aussi pour intervenants. Et donc, en fait, la rencontre de Fanon et de Tosquelles est déterminante dans son approche et pratique. Et donc, l'expérimentation à Blida de la thérapie sociale montre une clinique institutionnelle. Il ne l'appelle pas comme ça, mais vraiment, quand on regarde ce qu'il fait dans l'après-coup, c'est une clinique, ici aussi une recherche-action, parce qu'il va développer tout un, ce que tu as dit, Magid, tout un travail d'analyse institutionnelle à partir du sol, à partir des problématiques, à partir de ce que vivent les soignants et les patients. Donc on a un regard et sur l'institution, là en l'occurrence une institution coloniale, et sur évidemment les patients eux-mêmes qu'il appelait d'ailleurs les résidents. La première expérience, alors rapidement, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, parce qu'en fait ce qu'il va faire, c'est qu'en fait il va faire une première expérimentation dans les pavillons des femmes. Les femmes qui étaient plutôt des femmes françaises, et en leur proposant plusieurs ateliers de musique, de couture, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que très vite, on va avoir vraiment il va avoir des résultats très intéressants. Par exemple, il y a un tas de signes d'agitation qui vont complètement disparaître. Il y a, au bout d'un mois, ou quelques mois, je me rappelle, oui, de quelques mois, tu sais, les matériaux de contention
on va les rendre. Alors que généralement, c'est avec ces contentions qu'on lie les personnes dans leurs cellules. Et donc, tout de suite dans le résultat. Mais, qu'est-ce qui se passe pour il va expérimenter le même dispositif auprès du pavillon qu'on a appelé à l'époque des indigènes. Sauf que ça n'a pas marché. Et lui, il avait comme hypothèse très intéressante de dire, c'est ça son hypothèse de départ, c'est de démontrer qu'on ne peut pas utiliser les mêmes dispositifs. Des activités comme par exemple la chorale, je ne sais pas si vous voyez un peu la chorale proposer ça. Tu vois donc, il dit, c'est-à-dire, il faut vraiment proposer d'autres dispositifs qui sont liés justement au sol. Et donc, c'était, on lui a dit que tu étais trompé, etc., très attaqué. Mais en fait, non. C'était vraiment c'est là où les chercheurs, lui aussi, parce qu'avec ces hypothèses-là, il démontre exactement le contraire. Et évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Il va faire vraiment tout un travail avec Jacques Azoulay, qui était avec lui, et qui va aller faire toute une enquête, vraiment sur l'Algérie, sur comment on guérit la folie. Et il va convoquer, évidemment, des espaces qui sont propres à la culture algérienne, comme par exemple l'imam ou la sla ou bien le café mort, etc., etc. Et donc il va proposer des dispositifs pour quelque part relier l'hôpital à la cité et faire société autrement à l'intérieur de Blida. Et évidemment là vous avez vraiment, vous imaginez, là ça marche. Parce que je ne vous raconte pas les critiques qu'il a eues, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, quoi, venant des critiques très racistes. Il a résisté tout le temps. Et pourtant, il est stable comme ça, tranquille. Il arrive même, juste pour vous dire, avec tous ces critiques, avec les résultats qu'il a, il arrive même à s'allier avec les personnes qui étaient contre lui, à Blida. Par exemple, quand il fait un diagnostic, le diagnostic, par exemple, de la psychiatrie en Algérie, il y avait même Porot, qui vous savez, c'est celui... Il embarque même Porot dans ce diagnostic, il faut le faire. Il arrive à créer des alliances, même avec des personnes qui sont contre lui, pour faire un diagnostic. C'est vachement intéressant. Donc, c'est quelqu'un qui était aussi dans une forme de distance par rapport aux attaques. Il fait de la distance un objet de travail. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. J'ai dépassé 5 minutes. Il y a Ksar. Là, tu as dépassé d'une minute. Ça. Pour revenir, l'expérience d'elle, ça c'est vraiment important par rapport à ça. Si on n'a pas ça, donc c'est très difficile de parler de l'expérience dont je vous parlais, quoi. Voilà. Donc on voit bien quand même, c'est-à-dire l'expérience de l'hôpital, il est traversé par vraiment les significations claires, les significations imaginaires coloniales, quoi. Tu vois là, Castoriadis, il utiliserait ce mot-là, je pense. On est vraiment dans les significations imaginaires coloniales. Oui, c'est vrai, il ne faut pas que je quitte ça. Et donc, il nous donne vraiment, il nous ligue un héritage qui nous permet vraiment, nous, intervenants, ici au Maroc et ailleurs, à travailler avec ce type de dispositif, dans l'hôpital, mais partout. Et moi, ah oui, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, il nous... Ah oui, c'est vrai, il nous lègue. Ah oui, واحد اخرى واحد لواحد واخا شنو قلت مصيبه هذه ولا ديما ولا توجور لي في الحقيقه حسن تنغداو حنا باقيين اللي واخا. Alors je vais vous parler d'une intervention cette fois-ci que j'ai faite donc en Algérie. Et là, je vous parlerai aussi c'est très important de vous parler aussi, quand on est psychosociologue marocain et quand on intervient en Algérie, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre propre posture, avec toute l'histoire, ce qu'a fabriqué pour nous. Et comment, à mon insu aussi, j'ai intériorisé même dans ma propre posture un autre regard sur les Algériens, et comment ce regard-là, il m'a servi aussi pour faire de l'intervention. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, je vais vous dire juste 2 mots quand même sur c'est-à-dire, en fait, c'est une multinationale de médicaments dans laquelle j'interviens. D'ailleurs, j'avais déjà fait une conférence, la dernière. Et là, une conférence, c'était en France. Et cette fois-ci, c'est en Algérie, quoi. Donc, juste pour donner le pendant, quoi, de l'autre conférence. Toi qui as assisté aux 2. Voilà. Alors, et donc...
Donc c'est une multinationale qui fabrique des médicaments. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi je reçois un coup de fil de la part de souvent des personnes qui a fait un peu à nous. C'est souvent des DRH ou des responsables d'institutions. Et souvent, ils nous font appel à nous parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire seuls. Ils ont besoin d'extériorité. Voilà. Et donc, évidemment, pourquoi nous? Pourquoi moi? C'est une vraie question, vraiment sur laquelle je reviendrai plus tard. Voilà. Et donc, ils fabriquent des médicaments. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de dire, on va fabriquer des médicaments, on va créer une usine en Algérie. En création d'une usine pour faire des médicaments. Plein de médicaments, et évidemment avec un business plan, comme ils disent, qui est vraiment de prendre le marché algérien, et comme d'ailleurs on le retrouve au Maroc aussi. Il y a énormément de multinationales pour ça. Alors, évidemment, la dimension de l'organisation dans sa politique, elle va être très présente dans la politique de la multinationale. Elle est très présente, évidemment, dans l'intervention, vous allez voir. Et donc, juste pour vous dire un tout petit en termes d'organisation, avant de rentrer dans le détail, c'est une organisation, en fait, où il y a, au niveau international, ils ont le siège, et ils ont des zones dans le monde, et là, ça appartient à une zone Afrique, et la personne qui m'appelle fait partie de la zone Afrique, et dans laquelle il y a, en fait, c'est une organisation qui est double, hiérarchique et transversale, parce qu'il y a un directeur du site, il y a du site, et en même temps une relation transversale avec toutes les fonctions dans une usine de médicaments. Pour fabriquer des médicaments, il faut de la production, il faut produire des médicaments, mais pas que. Il faut de la qualité, il faut de la maintenance, il faut de la logistique, il faut de la distribution, il y a plusieurs fonctions. Et donc l'usine va représenter toutes ces fonctions-là. Voilà. Donc cette demande, en fait, elle vient vers moi parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est que l'usine, en fait, elle va expérimenter quelque chose. C'est très intéressant de voir que l'Occident, il a beaucoup expérimenté des choses dans les pays du Sud. Vous savez ce qu'ils vont expérimenter? Ils vont expérimenter ce qu'ils appellent les équipes autonomes de production. C'est-à-dire, au lieu que les équipes soient cloisonnées pour produire dans une institution, ils vont les faire travailler ensemble. Mais le cloisonnement entre la structure et qu'ils soient dans un espace comme celui-là, d'ailleurs, je reviendrai beaucoup là-dessus. Ils appellent ça OBA Room, c'est un énorme espace dans lequel tout le monde travaille ensemble. C'est ça l'esprit. Donc l'idée est très séduisante et très intéressante, mais vous allez voir, le diable évidemment se cache évidemment souvent dans les détails. Et en fait, donc, c'est le mot autonomie. Mais elle m'a dit, on a un vrai problème dans l'équipe de direction qu'on vient de créer, de lancer, c'est que ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien, ça n'avance pas, c'est très tendu. Donc il faut intervenir. Donc en fait, la première chose que je fais, je vais intervenir dans l'équipe de direction. Et dans cette équipe de direction, en fait, il est composé de qui? Tout est là. Il est composé... Il faut que je prenne un tout petit peu mes notes parce que je saute plein de choses pour aller vers... Parce que je ne veux pas rentrer dans le détail. Alors ça, c'est le premier étage de l'intervention que je vais l'appeler régulation. Une régulation dans cette équipe de direction. Il est composé d'un directeur de site, d'une direction de production, direction technique, direction de qualité et de RH. Donc vous voyez bien quoi, les 5 personnes présentes. Et donc le directeur de site, il a été recruté, et j'ai eu, avant de faire la régulation, j'ai des interviews avec les personnes. Et donc je vous dis un tout petit mot le récit de directeur de site. Il me raconte que lui, en fait, c'est un ancien pied noir qui a pris la direction. Saloua Boulbina, vous savez ce qu'elle fait? Elle fait tout un travail sur que sont devenus les anciens colons qui ont dirigé l'administration pendant je ne sais pas combien de temps et qu'est-ce que devient leur travail, quoi. Alors, ça, juste un petit clin d'œil. Donc, en fait, à Saloua, pour ça, Saloua Boulbina. Et en fait, il est pied noir, il dit que pour lui, c'est vraiment important de revenir en Algérie. Et il me raconte un tout petit peu son histoire, rapidement. En fait, ses parents sont partis juste en avril 62. Et donc, vraiment, vous imaginez le départ des parents. Donc ils étaient vraiment très mal parce qu'en fait, ils sont partis vraiment rapidement, ils ont laissé leur maison, des années de vie, et donc ils sont partis brutalement. Donc il y a vraiment, on sentait bien que lui, il avait, je ne sais pas si on peut parler de trauma, on pourrait parler de séquelles le concernant, mais c'est sûr que les parents, et lui il était enfant, ils ont vraiment traversé des temps très difficiles.
Donc je l'écoute, j'essaie un tout petit peu de voir qu'est-ce qu'il fait là. Question, voilà. Pourquoi il est là. Et en fait, ce qu'il me dit, voilà, moi, il va sortir 2 phrases sur lesquelles c'est complètement lié à la suite de l'histoire. Et il me dit, je suis là pour mettre au pas les Algériens. Voilà, première phrase. Alors moi, je l'écoute, tu vois, il voit ma tête, il me dit ça. Non, mais c'est vrai. C'est très violent. Et donc je lui dis, mais ça veut dire quoi, mettre au pas? Il m'a dit, parce que je pense que... Parce que n'oubliez pas la question de l'autonomie. Hein. Parce qu'en fait, il faut leur apprendre à être autonome. Vous avez un petit peu le paradoxe qu'il y a. Voilà, par rapport à ça. Et moi, je l'écoute. Je laisse un tout petit peu mon écoute flottante, si je suis mon ami. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez revenir sur la métaphore? C'est une métaphore, mettre au pas. Voilà. Il me dit, là, je vois, parce qu'il me dit souvent qu'il est irrité, qu'il est agressif, il ne sait pas pourquoi. Il me dit ça. Mais dans cette équipe de direction, voilà, je ne sais pas. Et donc, du coup, je lui dis, est-ce qu'on revient sur l'histoire d'y aller mettre au pas? Et là, il me dit, mettre au pas, il est très, très touché. Et tout de suite, il commence à raconter. Et il me dit, j'ai le souvenir de que mon père racontait son départ à Paris, notamment dans les... Vous savez, les Français font beaucoup de repas de dimanche. Il m'a raconté... Une seconde, ouais. Juste pour faire participer. C'est rare, on peut faire ça entre psychanalystes. Mettre au pas, vous entendez quoi? Le colonel, je ouais, toi, tu vas voir. Mettre ou pas? Ouais. Ou pas. Alors, et donc, il me raconte, il me dit, parce qu'il était ému comme tout, j'imaginais, parce que moi, je l'écoute. Hein, voilà. Il me dit en fait qu'il a le souvenir notamment de son père racontant traverser au pas la rue d'Alger et traverser les cadavres. Et donc, et c'est quelque chose qui était traumatisant évidemment pour les parents, avec la peur au ventre de est-ce qu'il allait pouvoir rentrer à la maison ou pas, etc. Donc, et là, il comprend petit à petit dans cette écoute. Alors, c'était une interview. Hein. Vous savez qu'il faut faire des entretiens pour faire connaissance. Ça a pris 1h30, puis après 1h30, après 1h30. Moi, normalement, je devais le voir une fois. Mais je me suis rendu compte, c'est pas possible de rester avec ça quand on fait une intervention. Quoi. Voilà, donc il y a tout un travail d'élaboration. Il se rend compte vraiment de ce qui se passe entre lui et son père. Je ne vais pas trop rentrer dedans parce que rien que ça vaut le coup de rester pas mal de temps. Et donc, on avance sur cette situation-là et je lui travaille avec lui sur sa demande. Et il prend conscience de quelque chose de vraiment intéressant. Il me dit, je viens de prendre conscience du paradoxe dans lequel je mets l'équipe algérienne. Il m'a dit, je sens que j'ai des choses à régler avec eux, mais qui m'appartient. Il arrive à dire ça. Hein. Et en même temps, je le mets dans un paradoxe terrible parce que on me dit, pour le business, ça ne va pas marcher. Je te jure. Ça ne va pas marcher. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait exactement le contraire de ce qu'on lui demande. Il est dans un paradoxe classique, on le retrouve souvent dans le management d'aujourd'hui, qui est l'autonomie contrôlée. Vous voyez, je veux dire. Et là, il dit, Jamal, là, je suis coincé, même moi-même, en dehors de ma propre histoire. Et il y a ça aussi. Vous voyez comment, en fait, ce que j'appelle le management hyper moderne, et la colonialité, comment ça se retrouve par rapport à ça. Donc là, évidemment, il me dit, là, je suis coincé parce qu'il ne voit pas. On fait la régulation, je vais passer vite sur la régulation. La régulation, en fait, rien que celle-là, ça vous peut s'arrêter, parce que vous allez voir, en fait, parce que cette intervention, il va y avoir d'abord l'intervention de l'équipe de direction, et après, je vais travailler qu'avec les Algériens qui vont construire l'EAP. Et ça, c'est vraiment important. Je parle d'une autre colonialité liée à l'histoire et la guerre civile d'Algérie. Je vais revenir dessus. Et donc, là, la régulation, comment ça se passe? Évidemment, moi, j'avais rencontré tout le monde. Je ne vais pas vous donner tous les points de vue des uns et des autres, parce qu'il y a 2 personnes dans l'équipe de direction. Vous savez ce qu'ils font? Ils s'opposent. Ils s'opposent. Et donc, je vais vous donner une petite séquence de travail dans cette régulation qui dure plusieurs séances. La séquence est la suivante. À un moment donné, lui, il fait quelque part un peu sa mea culpa, quoi. Il n'y croit pas trop quand même. J'ai vu qu'il avait cheminé pas tant que ça parce qu'il est très orienté business quand même. Tu vois, entre les enjeux business et les enjeux d'identité, il lui faut une psychanalyse. C'est pas en quelques séances que le travail se fait. Mais quand même, il arrive à dire qu'il est agressif et que la façon dont il traite les Algériens, là, ça ne va pas du tout. Et 2 personnes lui font tête.
direction technique, la direction... donc ces deux personnes, je me rappelle très bien une scène très intéressante, il parle au directeur, lui dit, écoutez, c'est pas tant votre côté autoritaire. Nous, on connaît ça dans notre rayon, on connaît l'autoritarisme. C'est chez nous, il n'y a pas de... Non, il lui dit, c'est votre regard. C'est votre regard. Il lui dit, vous savez pourquoi? Parce que j'ai de l'émotion, c'est incroyable, ça revient parce qu'ils avaient la même émotion, eux-mêmes. C'est votre regard, et il lui dit, votre regard nous efface. Voilà. Au moment même où ils disent. Et cette scène-là, en fait, elle était très très forte, et en fait, ils ont dit clairement, pardon le micro, ils ont dit clairement, on est dans une situation de non-retour. Et ils ont démissionné. Ils ont mis en balance leur démission ou la sienne. Évidemment, la direction n'a pas lâché. Ils étaient obligés, évidemment, à un moment donné, de le faire partir, de le muter. Il y a un autre directeur qui est venu. Et là, quelque part, avec le recul, je me dis, c'est une façon pour moi, en tant qu'intervenant, de mettre en crise l'institution. Et notre rôle à nous, c'est de mettre en crise l'institution. Je me réfère à Khatebi pour ça. Il dit se décoloniser, c'est se mettre en crise soi-même. L'émotion que j'ai, elle est vraiment en ça aussi. Parce que moi aussi, j'y étais. Et je la porte en moi avec vous, quoi. Elle a débarqué en moi. Donc ça, c'était vraiment le... Alors évidemment, l'institution dans cette usine médicaments est d'ailleurs avec une violence très importante. Voilà, je reviendrai sur Eugène tout à l'heure, à l'hommage, parce que c'est fondamental. Eugène Riquet, il fait le lien, il y a une lecture analytique du lien social. Il dit le fondement de notre... comment dire, de notre humanité ou notre civilisation quelque part, il vient d'un meurtre et d'une violence. On peut revenir dessus, quoi, par rapport à ça. Alors, donc, cette première étape, je me suis dit, bon, j'ai fait mon boulot, ça a fait de l'âge al-baraka. Et je me posais la question si... Ils ont recruté, c'est la première fois, ils ont dit, tiens, on va recruter un directeur algérien local. Première expérience. Alors jusqu'à maintenant, c'était un directeur de pays français. Alors je passe sur la deuxième barque. Non, c'est vrai. C'est une catastrophe. Je vais vous parler maintenant d'un... Oh, d'accord. Je vais prendre 4 minutes. Ou la gare 5 minutes. Je vais vous parler d'un truc vachement important. C'est pour ça que d'ailleurs que je voulais... C'était pas pour l'émotion, il est venu, il m'a pris... Voilà. Alors, 5 minutes. Alors, je vais vous parler maintenant de l'équipe autonome de production. Il est composé que d'Algériens. D'Algériennes. Une directrice de production, femme algérienne, une directrice de qualité, une directrice technique. C'est eux qui sont chargés de la création de ces équipes-là. Et donc, je les vois, on discute ensemble, je fais tout un travail pour qu'ils fassent connaissance. Et à un moment donné, moi, je suis venu pour une hypothèse très précise. Vous savez, quand on fait de l'intervention, on a une hypothèse. J'avais 10 hypothèses en tête. La première, c'est le lien qu'il y a entre l'équipe de direction, l'organisation, et cette préhistoire. Et de voir comment la question de quelque part coloniale s'invite chez eux, et comment c'est transmis, quoi. Parce que c'est pas possible, quand il y a une institution, un lien qu'il y a entre une équipe de direction, c'est leur N-1, quoi, c'est leur collaborateur, comment c'est transmis. Donc la communauté dans l'organisation première. Et la deuxième, c'est très important parce que j'ai oublié de vous dire en fait que toute l'institution, toute cette nouvelle organisation, elle est basée sur un principe très intéressant qui est lié de l'espace. Vous connaissez le lean management ? Ça vous dit quelque chose? Le lean management, c'est vraiment un outil de néo-management aujourd'hui dans les organisations qui va intervenir énormément pour délimiter l'espace de travail dans les organisations. Le lean management, c'est-à-dire il va carrément te dicter, il va cartographier l'espace pour connaître les mouvements, etc., etc. Donc imaginez qu'on va le faire pour vous en Algérie. Ils vont le faire, alors, c'est un principe qui s'appelle Obearum. Et donc, en fait, un principe, c'est de mettre dans un même espace, imaginez cet espace-là, avec plein d'indicateurs, plein d'écrans, les gens viennent, discutent ensemble d'une façon collective. Vous savez, cette Obearum, vous savez comment elle s'appelle aussi? Une salle de guerre.
et une salle de gare. Imaginez que pour faire de l'autonomie, donc vous voyez bien, il y a toute une non-langue managériale qui est utilisée essentiellement pour l'aliénation. Et là, on a fait tout un travail d'ailleurs là-dessus. Moi, j'ai eu la chance beaucoup de travailler avec Vincent de Goljac qui travaille en sociologie clinique là-dessus. J'ai travaillé aussi avec des personnes qui travaillent sur l'espace pour ça. Et donc le BROM, en fait, c'est et du coup avec cette équipe de direction, avec ce groupe-là, je me suis dit, tiens, d'abord, je vais travailler dans leur rapport à l'espace. Ils étaient tous réunis comme ça. Et je leur ai proposé le jeu de village. Je ne sais pas si vous connaissez. Il s'agit de construire un village dans lequel ils aimeraient vivre. Je vais aller vite. Et là, tout le monde était réuni. Je leur donne une maquette avec plein de plots pour qu'ils voient dans quel village ils aimeraient vivre. C'est une bonne métaphore par rapport à leur expérience de vie. D'autant plus qu'ils habitent dans un endroit complètement dans le nord d'Alger où il y a énormément de douars, quoi. On aurait pu même imaginer que c'était un douar parmi d'autres, quoi. Et donc, moi, métaphoriquement, je propose de travailler sur le village. Alors, je vais évidemment imaginer que, je ne sais pas si je vous mets un village là et que vous allez vous mettre devant avec une table, que les gens commencent, ah, on aimerait bien faire ça et ça. Et je vais juste m'arrêter sur une petite scène rapide. Vous savez, ils sont debout derrière une maquette, ils sont en train de travailler, et à un moment donné, en fait, d'ailleurs, je leur ai proposé de choisir le lieu où ils habitent, l'Algérois, ou la vallée de Medidja, ou la Tsamen Rasset, ils choisissent le lieu. Hein. Ils ont choisi la vallée de Medidja pour installer leur village. Et donc, l'environnement, il commence à jouer. Et à un moment donné, vous avez là une personne qui joue le rôle de l'habitante, qui prend, vous savez, il y a plein de petits plots comme ça, on commence à décider le village, et à un moment donné, elle prend la mosquée, et elle la met au centre du village. Tout le monde regarde, tac, et puis il y a un silence, il continue à travailler comme ça. La directrice qui est sa manager, qu'est-ce qu'elle fait? Pchouya. Elle commence à développer un argumentaire. Elle leur dit, écoutez, vous savez, je propose de mettre plutôt le jardin au centre du village. Et j'ai bien vu que l'habitant en question était très touché. Il n'avait rien dit. Tout ça, ça se passe au silence. Et à un moment donné, ils sont contents. Ils sont arrivés à construire le village. Effectivement, ils le font dans le temps. Ils ont respecté toutes les consignes, quoi. On commence à analyser, ils étaient plutôt contents du travail qu'ils ont fait. Ils ont dit, tiens, c'est une première expérience collective ensemble, on est contents. Et à un moment donné, je leur ai demandé de parler de leur investissement dans le village. Comment ils sont investis. Et là, c'était une pharmacienne d'ailleurs qui dit, voilà, moi j'ai vu que, vraiment, j'ai proposé la mosquée au cœur du village. La directrice, elle a proposé autre chose, mais personne n'a rien dit, quoi. J'étais pas bien avec ça, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis, je n'ai pas participé. Et tout le monde a vu ça, évidemment. Et à ce moment-là, en fait, il y a quelqu'un du groupe qui lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et là, elle était alors, j'ai pas de l'émotion, je me suis peut-être moins identifié à elle, mais en fait, elle était très touchée parce qu'elle a dit, ce qui est évident pour moi, apparemment, n'est pas évident pour tout le monde. Et elle racontait que pendant qu'elle a vécu, c'est vraiment une fille qui a vécu, c'est des jeunes, hein, qui a vécu la guerre civile. Ah oui, complètement, elle l'a vécu, hein, juste après. Et elle disait que pour elle vit dans un quartier, elle dit, moi j'ai vécu vraiment dans tous les jours, le Coran, je l'entendais tout le temps, la mosquée pour moi fait partie de ma vie, à la maison, et donc pour moi c'est évident, quoi, c'est fondamental pour moi. Et à ce moment-là, c'était très important, son collègue, il s'adresse à elle, lui dit, écoute, je vais te dire quelque chose de très important. C'est que, comme tu portes le hijab, toi, quand tu es dans ton bureau tout seul, je ne vais pas venir te voir. Parce que j'avais peur que je sois intrusif. Et cette fille, enfin, elle dit, enfin on en parle.
Enfin, on va parler de ça. Cette phrase-là, je ne vais pas raconter ce que j'ai écrit. Enfin, on va parler de ça. Et là, évidemment, elle dit que pour elle, c'est très important, évidemment, de travailler avec tout le monde, comme tout le monde, et qu'elle est vraiment surprise qu'on lui pose la question pourquoi elle met la mosquée au milieu. Et elle raconte sa propre histoire. Alors, la directrice qui a dit oui, c'est vrai que c'est moi qui ai mis le jardin au milieu, elle a dit pourquoi. Et elle a vécu à Paris, elle a fait des études, elle a dit qu'elle a mal vécu en fait les attaques de la JIA en France. Toute l'histoire revient. Ceux qui ont vécu en Algérie racontent la guerre civile, et elle quitte. Et elle disait que pour elle aussi, c'était vraiment... elle avait peur, en fait, de l'instauration d'une... Comment elle appelle ça, voilà, d'une république islamique. En tout cas, à ce moment-là, il y a plein de choses qui sont dites autour du rapport à l'histoire et qu'est-ce qui se joue dans l'équipe de direction, dans l'équipe autonome de production. Et c'était vraiment un moment vraiment fondamental parce qu'en fait, on a pu faire le lien entre cette histoire et les traces de l'histoire et la façon de travailler. Voilà. Et ça, c'était vraiment un moment où je voulais vraiment partager avec vous. Et du coup, vous imaginez, après... ça y est, j'ai dépassé largement. J'avais autant de temps. Après, tu sais pourquoi j'ai prévu? J'ai prévu vraiment de vous parler, mais une autre fois, mais dans le texte réalité. Ouais, j'ai prévu vraiment de vous parler en fait de la théorie qui soutient ça, et notamment de la notion de la colonialité. Ah oui, très important. Et notamment de la colonialité au travail. Voilà, on pourra revenir dessus. Voilà, voilà. Et puis, j'ai souhaité aussi vous parler, et après j'arrête, de vous parler aussi de ma propre implication. Parce que tout est basé sur une relation transférentielle, comme vous le savez. Je dis juste un mot là-dessus parce qu'elle est fondamentale. Le directeur, une minute. Vous savez pourquoi le premier directeur m'a choisi? Parce que je suis marocain. Et il m'a dit, vous les Marocains, vous êtes moins agressifs que les Algériens. Et tout de suite, vous avez une information très précieuse pour moi. J'avais toute la stratégie coloniale qu'on connaît tous, qui est divisée pour régner. Et ça m'a donné très vite le lien qu'il y a entre lui et sa propre équipe. Et du coup, je ne vais pas trop revenir dessus, mais je raconte vraiment comment, à un moment donné, dans toute l'intervention, le travail entre moi et le collectif par rapport à cette question de Marocains avec les Algériens, de Marocains avec les Français, et toute la notion de traduction qui est fondamentale dans la clinique. Voilà, rapidement. Je suis désolé. Donc, merci, Amrani. Donc, moi, je vais vous parler de la psychanalyse de sujets immobiles, la néocolonialité des frontières. Donc, un sujet que j'ai... Attendez, je vais regarder l'heure. Donc, un sujet que j'ai traité depuis longtemps, depuis ma thèse, mais depuis aussi longtemps depuis mon master de recherche en psychanalyse, et un sujet que j'ai traité à travers mon histoire aussi personnelle en tant qu'immigré en France et en tant que chercheur travaillant sur l'immigration, mais aussi en tant que sujet colonisé qui vient de la Tunisie et qui rêve d'aller faire des études à Paris, qui a fait les études et qui est revenu en Tunisie et qui est traversé par cette question de ici ou là-bas en fait. Donc cette question qui nous traverse. Je vais juste rapidement commencer par mon intervention, par les lectures d'un court paragraphe extrait du texte de l'intervention de Frantz Fanon au premier congrès des écrivains et artistes noirs à Paris en septembre 1956, qui était publié dans le numéro spécial de la Présence africaine, juin-novembre 1956. Donc, je cite Fanon. La mise en place du régime colonial n'entraîne pas pour autant la mort de la culture autochtone. Il ressort au contraire de l'observation historique que le but recherché est davantage une agonie continuée qu'une disparition totale de la culture préexistante.
Cette culture autrefois vivante et ouverte sur l'avenir se ferme, figée dans le statut colonial, prise dans le carcan de l'oppression, à la fois présente et momifiée, elle atteste contre ses membres. Elle les définit, en effet, sans appel. La momification culturelle entraîne une momification de la pensée individuelle. L'apathie, si universellement signalée des peuples coloniaux, n'est que la conséquence logique de cette opération. Le reproche de l'inertie, constamment adressé à l'indigène, est le comble de la mauvaise foi. Fanon, il cite souvent la question de la mauvaise foi des administrateurs coloniaux, de la mauvaise foi des administrateurs coloniaux, qui jugent eux aussi la mauvaise foi des colonisés, en fait. La question de la volonté du colonisé, je y reviendrai. Je continue à lire Fanon. Mais comme s'il était possible à un homme d'évoluer autrement que dans le cadre d'une culture qui le reconnaît et qu'il décide d'assumer, c'est ainsi que l'on assiste à la mise en place d'organismes archaïques, inertes, fonctionnant sous la surveillance de l'oppresseur et calqués caricaturalement sur des institutions autrefois féconds. Ces organismes traduisent apparemment le respect de la tradition, des spécificités culturelles, de la personnalité du peuple asservi. Ce pseudo-respect s'identifie en fait au mépris le plus conséquent, au sadisme le plus élaboré. Donc cet homme, objet, sans moyen d'exister, sans raison d'être, est brisé au plus profond de sa substance. Le désir de vivre, de continuer, se fait de plus en plus indécis, de plus en plus fantomatique. C'est à ce stade qu'apparaît le fameux complexe de culpabilité. Donc, fin de citation. Donc, cette thèse de Fanon est liée à l'ordre colonial des années 20, continue jusqu'à les années 60, continue à exister de manière souterraine, à travers des dispositifs biopolitiques, des frontières, telles que... Donc moi, l'hypothèse, c'est que, comme j'ai dit hier, donc la continuité de processus colonial, il continue à exister à travers des dispositifs biopolitiques. Bien évidemment, il y a l'école, la langue, l'éducation, mais pour... Les résultats de mes recherches montrent que la question de mobilité-immobilité est très importante dans la continuité de ce processus de domination coloniale. Et cette mobilité et immobilité, elle est gérée déjà, en fait, les personnes qui travaillaient dans les gendarmes ou la police de la colonisation, qui travaillaient pendant la colonisation dans les colonies, donc qui contrôlaient les colonisés, ils se sont convertis après les indépendances des pays colonisés dans la gestion des migrants, donc dans les pays d'accueil. Donc ce sont les mêmes pratiques qu'ils étaient convertis dans les pays d'accueil. Et pour moi, en fait, suite aux enquêtes que j'ai faites, donc ces pratiques continuaient à exister indirectement et invisiblement à travers les dispositifs de visa, TLS Contact, Campus France, les centres d'accueil, les foyers d'hébergement des immigrés, les centres de retention, d'identification, les procédures de régularisation des cartes séjour dans les pays d'accueil, comme notre ami a parlé un peu hier. Donc, je vais vous donner 3 exemples, en fait, que j'ai trouvé dans des procédures que des étudiants, en fait j'ai choisi une catégorie de classe moyenne, je vais donner un exemple d'une étudiante en médecine à la faculté de Sousse, bien sûr c'est anonyme, et un autre exemple d'une médecin tunisienne qui travaille en France. Et le premier exemple, c'est les procédures le troisième exemple, c'est comment quand le visa est refusé. Donc, je vais traiter la question de la volonté chez les personnes, les jeunes maghrébins. Donc, ce que je vais lire maintenant, c'est une lettre que chaque personne, avant d'avoir le visa, il doit l'envoyer, l'ajouter à son dossier pour montrer sa bonne intention de revenir chez soi. Donc que tout le monde l'écrit, mais c'est important de l'analyser vraiment. Donc l'objet, à monsieur le responsable du service des visas TLS Contact, ambassade de France, donc déclaration d'intention de retour à l'issue du séjour touristique à Paris. Donc c'est une étudiante, bon je vais lire, je sous-signais
Alia, étudiante en 6e année de médecine à la faculté de médecine de Sousse, me permet de vous adresser cette lettre afin d'exprimer ma volonté sincère de respecter toutes les conditions liées à la délivrance d'un visa court séjour pour la France. Donc Alia, elle a fait toutes ses études en français. Je souhaite effectuer un voyage touristique à Paris pour une durée limitée, dans le but de découvrir le patrimoine culturel et historique de cette ville qui m'a toujours fasciné. Ce séjour sera pour moi une parenthèse enrichissante avant de poursuivre ma dernière année d'études médicales et la préparation de mon diplôme de docteur en médecine. Je suis pleinement consciente des obligations qui m'incombent en tant que bénéficiaire d'un visa court séjour et je m'engage formellement à retourner en Tunisie avant l'expiration de mon visa. Mon projet professionnel, mes attaches universitaires ainsi que ma famille sont en Tunisie. Je n'ai aucune intention de m'installer illégalement en France, ni de prolonger indûment mon séjour. Je joins ma demande des justificatifs, bien sûr. Le certificat de salaire de son père, de sa mère, même s'ils ont un héritage et tout, pourquoi pas, pour montrer vraiment qu'elle a une vie, qu'elle est une personne qui a une vie, qu'elle est attachée à sa vie. Donc, elle ne rejette pas sa vie, parce que logiquement, elle doit, selon le colon ou le pays d'accueil, elle doit rejeter toute sa vie, parce que c'est ce que j'ai appelé à un moment donné le désir d'Occident. Donc, je vais lire une autre attestation sur l'honneur de retour en Tunisie. Donc, je vais donner aussi le nom de Alia, comme ça. Donc, c'est une médecin qui travaille en France, qui a perdu son père quand elle vient d'arriver en France. Et quand elle a perdu son père, elle ne pouvait pas rentrer pour l'enterrement parce qu'elle attendait le rendez-vous pour renouveler le séjour. Donc, elle a vécu un deuil très, très pathologique, etc. Mais après, elle a renouvelé son séjour. Mais là, Alia, elle va se marier avec une personne en France et elle voulait inviter ses parents, donc sa mère et son frère, pour le mariage. Donc je lis l'attestation qu'elle a envoyée accompagnée de la lettre d'accueil. Donc en Tunisie, par poste, une lettre d'accueil coûte 50 €, donc où elle doit avoir un logement, etc. Donc je suis signé, aliéné, dadadi dadada à Tunis, actuellement médecin en France et demeurant à l'adresse tatati tatata, titulaire de la carte séjour numéro, je m'engage à garantir que monsieur Amir, par exemple, sera dans le respect, c'est son frère, des délais de son séjour en France et retournera en Tunisie avant l'expiration de visa qui lui sera accordé. Je permets l'entière responsabilité de cette déclaration et je suis pleinement conscient des conséquences légales en cas de non-respect de cet engagement. Son frère, il est ingénieur en Tunisie, il est bien, voilà, il touche 3000 dinars, etc. Il veut faire plaisir. Donc Alia s'est mariée il y a un moment et elle n'a pas reçu et sa famille n'a pas reçu la réponse de la part de consulat. Elle l'a reçue après le mariage et la demande était refusée. Donc voilà, ça pour parler un peu de... Je reviendrai sur ces exemples après pour développer une hypothèse. Donc, et quand un visa est refusé, bon, il y a ceux qui ont assisté à mon intervention avant par rapport à cette question, je vais répéter un peu, mais c'est important, je trouve, que cet élément de la question de la volonté. Par exemple, la maman de Alia et son frère, ils ont rempli les conditions, ils ont payé chacun 130 € ou 130 dinars, beaucoup d'argent en fait. Donc, et leur visa était refusé, mais ils ont rempli toutes les conditions, tous les papiers sont là. Donc la réponse, en général, quand le visa est refusé, la réponse c'est numéro 9, c'est la non-réponse, moi je l'appelle, mais c'est ça la réponse. Donc, votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration de visa n'a pas pu être établie. Donc ça, c'est le diagnostic un peu psychiatrique de la personne qui travaille dans le consulat ou le TLS Contact et qui a décidé que ces personnes n'ont pas la bonne volonté. Même s'ils ont montré toute cette volonté, en fait, avec des papiers, avec des attaches, avec des diplômes, etc.
Donc, je ne peux pas évoquer cette privation de volonté sans revenir aux écrits de Frantz Fanon, aussi critiquant les pratiques de l'école d'Alger, donc convaincu de l'existence d'une infériorité de population indigène. Les psychiatres coloniaux inventent donc une classification des pathologies psychiques fondée sur une prétendue psychologie de peuple. C'est l'ensemble de cet imaginaire colonial qui reste en jeu dans ces attitudes consulaires. Donc, je cite par exemple Antoine Porot qui définissait en ces termes les indigènes nord-africains, en fait, dans le dictionnaire j'ai oublié en fait, c'est un dictionnaire pour la psychopathologie des musulmans ou des maghrébins et qu'il existe maintenant en fait, dans les universités, je l'ai consulté. Mais il y a des versions où ils ont, par exemple, la définition du maghrébin. Ils ont supprimé la nouvelle. Il n'y a pas ça. Mais dans les anciennes versions, il y a vraiment qui nous sommes, comment on est défini par la colonisation. Mais on est toujours défini, mais on ne le dit pas, mais on défini dans les pratiques. Donc, qu'est-ce qu'il dit, par exemple? Juste pour revenir sur la question de volonté. Par manque de curiosité intellectuelle, la crédulité, la suggestibilité atteignent un degré très élevé. Le même fatalisme aggrave l'inappétence native des non-civilisés pour le travail. Leur abolit, ça veut dire manque de volonté, ça veut dire la paresse, manque de volonté, que vous n'arrivez pas à faire, vous êtes bloqué, vexé, rigide. En fait, c'est une insulte. Leur caprice, leur impulsivité. Et soulignant là encore le manque de soins de logique des activités professionnelles, la tendance au mensonge, à l'insolence, leur vie psychique, les maghrébins, est dominée par les instincts et fait peu appel aux facultés mentales les plus développées. Donc ça, c'est par rapport à ce que Fanon a dévoilé, les écrits, les postulats de l'école d'Alger. Mais Fanon, il a beaucoup parlé dans Les damnés de la terre, il a cité, en fait, si on fait une recherche sur la question de l'immobilité. En fait, le sujet colonisé, il était toujours immobile. Je cite aussi Fanon ici, la première chose que l'indigène apprend, c'est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites. C'est pourquoi les rêves de l'indigène sont des rêves musculaires. Des rêves d'action, des rêves agressifs. Et bien évidemment, il dit que dans une autre citation, que l'indigène, il est libre de 9h du soir jusqu'à 6h du matin parce que pendant le rêve, en fait, il rêve de marcher, de courir, de voyager, etc. Donc, il dit aussi que l'immobilité à laquelle est condamné le colonisé ne peut être remise en question que si le colonisé décide de mettre un terme à l'histoire de la colonisation. Donc la colonisation, elle est liée directement à la question de l'immobilité. Donc s'il y a une mobilité, il y a une décolonisation. S'il y a une colonisation, il y a une immobilité. Donc s'il décide de mettre un terme à l'histoire de la colonisation, à l'histoire de pillage, pour faire exister l'histoire de la nation, l'histoire de la décolonisation. Donc, je reviens un peu aussi sur le texte de Racisme et culture de Frantz Fanon. Je le cite, donc il a parlé un peu de la culpabilité, de l'infériorité, aussi, moi je disais, de le complexe de coloniser. Et il dit, il n'est pas possible d'asservir des hommes sans logiquement les inférioriser de part en part. Et le racisme n'est que l'explication émotionnelle, affective, quelquefois intellectuelle de cette infériorisation. Et cependant, là c'est important, l'opprimé s'extasie à chaque redécouverte. Donc maintenant, c'est la joie quand on réussit à avoir un rendez-vous de visa en Tunisie. Le rendez-vous, pas le visa. Hein. Donc, les gens écrivent des statuts sur Facebook. Oui, enfin, j'ai eu un rendez-vous. Donc, et après, le visa, c'est comme un doctorat. Tout le monde rigole parce que tout le monde, ils ont passé par ça. Hein. Moi, quand je parle avec les gens, je découvre qu'on est tous passés par ça. Enfin, pas moi parce que j'ai une carte séjour, heureusement. Donc, mais oui, mais la carte séjour aussi, c'est l'émerveillement du colonisé. Donc, et la nationalité, c'est le top. C'est là, tu deviens civilisé en fait quand mais tu refoules l'incivilisé en toi. Tu sais pas pourquoi t'es. Donc, cependant, l'opprimé s'extasie à chaque redécouverte. L'émerveillement est permanent. Autrefois émigré de sa culture, mais parfois tu peux avoir le visa, mais 3 jours. Moi, j'ai rencontré une personne qui va en Allemagne, elle travaille, elle a eu 3 jours. 3 jours. Donc, si elle rate l'avion, elle devient illégale, clandestine.
Donc, elle m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, t'inquiète, ils sont sympas, en fait, ça va, tranquillement. Autrefois émigré de sa culture, l'autochtone l'explore aujourd'hui avec fougue. Il s'agit alors d'épousailles, continuer l'ancien infériorisé et en état de grâce. Donc, quand il part ou quand il a le visa, etc. Donc, un visa refusé signifie que le candidat manque d'intention de revenir dans son pays, plus que de maintenir une vision simplement classique. En psychologie, la volonté se définit comme la capacité d'accomplir un acte intentionnel, de manière consciente. L'action volontaire est fondée sur le principe d'un contrôle de nos propres actions. Une attitude qui revient à considérer les demandeurs de visa comme imprévisibles, dépourvus de sincérité et ne pouvant contrôler leur propre action. Mais considérer la volonté de retour revient à contrôler cette volonté. Pour la psychanalyse, la volonté est l'expression d'un désir inconscient. Elle est le résultat d'un entrelac de pulsions et d'instincts inconscients. C'est seulement lorsqu'une personne est en accord avec son désir que la volonté suit. Donc refuser le visa aux candidats qui remplissent toutes les conditions objectives signifie que les autorités consulaires définissent un diagnostic, une forme d'évaluation sauvage du désir inconscient du migrant, de la personne qui voyage en fait. Là, moi-même, je dis migrant, mais lui, il n'est pas migrant en fait. Mais il va devenir migrant quand son visa va être refusé. Il va décider de quitter ce pays, cette prison en fait, cette grande prison. Samia al-Hajj en tunisien, ça vient de Hajj, une révolte. Et il quitte sans retour, en fait. Et la politique migratoire, elle veut ça. En fait, tu es ingénieur, tu touches 3 000 dinars en Tunisie, tu postules pour un visa, et j'ai des cas, des centaines et des milliers. Tout le monde part parce que, en partie, il n'a pas le visa. Donc, il dit, mais moi, j'ai fait tout pour devenir ingénieur, pour évoluer dans les classes sociales, mais je ne peux pas voyager. Qu'est-ce qu'une classe bourgeoise sans voyage ? Donc voilà, on a écrit un article avec Montassir sur la débourgeoisification à travers l'immobilité. Donc les gens maintenant partent au Canada, en France, avec toute leur famille, juste pour que leurs enfants puissent avoir un passeport français. Les gens inscrivent leurs enfants dans les écoles françaises juste pour qu'ils puissent avoir le passeport rouge. Donc ce privilège pour qu'ils puissent en fait appliquer leur nature humaine, leur pulsion viatorique, parce qu'on n'est pas en manque de... Ils nous prennent une partie de notre humanité, c'est la pulsion viatorique, c'est le désir de marcher qui est né avec nous, la mobilité, la question de circulation. Donc l'évaluation de la volonté du candidat est fondée sur un simple jugement moral, aléatoire, dépendant des critères de sélection et du jugement du personnel de guichet. Donc pour agir librement, il faudrait alors que le demandeur du visa soit capable de déterminer de manière consciente sans action et non pas en obéissant à ses désirs inconscients. Donc voilà, il y a Paul-Laurent Assoun, un psychanalyste français, il parlait de la psychanalyse du sujet empêché. Moi j'ai écrit un article intitulé « Le traumatisme de l'immobilité » quand on est dans un pays ex-colonisé et on n'a pas la liberté de circulation et on apprend à parler l'anglais, le français, toutes les langues et on a 15 ans, on découvre qu'on ne va jamais voyager, qu'on ne peut pas avoir le visa. Donc le projet de vie, ça devient comment avoir les papiers. Donc même ceux qui partent faire une thèse à l'étranger ou statistiquement, je ne sais pas, je vais dire comme ça, mais 70% des gens qui ne continuent pas leur thèse mais qui réussissent à avoir les papiers. Donc les papiers prennent place. L'objectif de la vie devient avoir les papiers. Et ceux qui veulent rentrer, mais comment tu rentres sans les papiers? Les papiers, tu dois jamais rentrer sans avoir le papier. C'est le mot d'ordre, c'est la terreur en fait des papiers. Donc et il y a autre catégorie aussi. Il me reste un peu du temps, oui, 5 minutes. Donc il y a la catégorie de retour volontaire, en fait. C'est le terme retour volontaire est largement utilisé dans les politiques migratoires européennes par l'OIM, les États, le Frontex, mais il est souvent habillé, c'est un habillage linguistique pour masquer des pratiques. Donc le retour volontaire, c'est quoi? C'est par exemple beaucoup des psychologues qui travaillent dans les projets de retour volontaire. Ça veut dire quoi, retour volontaire? Ça veut dire accompagner les personnes qui veulent rentrer volontairement à leur pays. Normalement, quelqu'un qui veut rentrer, il peut rentrer.
Il n'y a pas besoin de... Moi, je suis rentré, personne ne m'a accompagné. Donc, je suis rentré, plusieurs... Et avant les années 90, il y a des statistiques qui disent, par exemple en Tunisie, parce que en fait, cette mobilité-immobilité, elle a commencé en 1995. Donc, avec la création de l'espace Schengen. Avant, il n'y avait pas cette histoire des papiers, les gens partaient, rentraient, etc. Et moi, j'ai trouvé des statistiques sur le retour volontaire en Tunisie. Avant 1994, 76 532 personnes qui sont rentrées volontairement. Ils ont déclaré qu'ils ont quitté l'Europe. Mais vraiment, c'était volontaire à l'époque. Et à partir de 1995, avec l'émergence des frontières, on voit 13 000 personnes qui rentrent chez eux. Donc, l'espace Schengen ou les frontières, ils ont empêché les gens de rentrer chez eux. Donc, mais là, les gens... Voilà. Donc, la catégorie de retour volontaire, ça s'applique sur les migrants qui sont expulsés, mais les ONG, c'est une catégorie parce qu'hier, on a parlé des catégories. Donc, ils ont créé cette nouvelle catégorie qui montre que l'Europe, quand elle expulse ou déporte les personnes en fait en dehors du droits humains, etc. Donc, c'est un acte humanitaire. Donc, nous, on accompagne les gens à rentrer volontairement. Mais la plupart des personnes qui sont mises dans cette catégorie, ils n'ont jamais été volontaires. En fait, parce que le volontaire, il ne va pas passer par des organismes. Donc, ils étaient forcés à partir. Donc là, toujours la question de volonté. En fait, il diagnostique la volonté de partir et de revenir, mais après, ils créent toute une catégorie des personnes qui rentrent volontairement. Donc, et eux, ils ne sont pas volontaires, en fait. Donc, il y a des paradoxes. Donc, c'est un mécanisme de dépolitisation de la violence d'État qui transforme la déportation déguisée en geste humanitaire. Et une sorte aussi de requalification de la contrainte en consentement, typique à l'administration coloniale, la mission civilisatrice ou le consentement décolonisé à l'ordre impérial. Et je vais vous lire et terminer peut-être avec ça, des paroles des haragas expulsés, en fait. Donc, ça, je l'ai pris d'un court-métrage des Portades. Qu'est-ce qu'ils disent? Après 20 jours, le rêve est fini. Donc, il était expulsé juste quand il est arrivé. Il a resté 20 jours. Et ça montre l'impact de ces politiques sur les gens, sur leur regard de soi, en fait, pour continuer à lire Fanon dans notre monde actuel. Donc, après 20 jours, le rêve est fini. Le 11 novembre, l'avion a décollé de Palerme. En ce moment-là, j'ai souhaité que l'avion tombe. Je ne veux pas rentrer. Je meurs et je ne reviendrai pas. Une autre personne. Je me rappelle l'avion vers 14 h à Palerme. Il fait beau, il fait frais. Quand l'avion atterrit en Tunisie, un agent a ouvert la porte. Wallah, j'ai regardé, j'étais choqué. Tout était rouge. Les constructions anarchiques avec les carreaux rouges. On dirait l'enfer. Comme si tu es en enfer. C'est le désert. Dès qu'on est arrivé, la police a commencé à nous gifler. Enlève ta casquette. Enlève le bonnet, fils de pute. Et après, ils nous ont jetés dans un quartier inconnu de la ville de Sousse et nous disant « Allez-y, partez ». Parce qu'il y a des aéroports qui sont fermés, mais qui accueillent juste des aéroports de concentration, on peut les appeler, c'est bien ça. Un autre témoignage. Quand je suis rentré en Tunisie, j'ai beaucoup souffert. Peut-être les gens ne peuvent pas savoir ce sentiment. Parfois, quand je dormais, je rêvais que j'étais encore dans la mer. Aussi le rêve de coloniser, que j'étais arrivé en Italie et que je courais, fouillais sans savoir où aller. Le rêve s'est répété tous les jours jusqu'à ce que j'ai décidé de ne plus sortir de chez moi. Un autre témoignage. Nous sommes arrivés à Erdaïf. C'était horrible. Erdaïf, c'est la ville minière comme Bengrir, donc c'est une ville souffrante. Mais pas comme Bengrir. Il n'y avait pas ces projets parce que le mouvement syndical en Tunisie, il a bloqué l'exportation à un moment donné de phosphate et tout. Donc la ville, voilà, ni révolte, ni capitalisme, ni rien. Donc les gens partent. Nous sommes arrivés à Erdaïf, c'était horrible. La personne ne peut plus sortir de chez soi. 4 jours à la maison.
Je n'ai pas réalisé que j'étais revenu en Tunisie. Je me lève, je dors, je me lève, je dors, je me lève, je dors. C'est tout. Donc il y a beaucoup de témoignages, des gens qui disaient que je suis allé en Italie, j'ai resté un mois, après je suis rentré à Ardaïf et je travaillais dans le même chantier où j'étais, donc j'ai continué à ma vie. Donc une autre catégorie, il y a les femmes. Donc, bien évidemment, par exemple, les approches féministes ou les critiques par rapport à la condition de la femme, ils ne traitent jamais la question. Moi, en Tunisie, ce que je sache, bien sûr. Donc, ils ne traitent jamais la question de la mobilité, comme si une femme, elle est née immobile. Donc, elle est immobilisée par tout le système hégémonique qui fait la promotion de la liberté individuelle de la femme. Mais des femmes qui ne peuvent pas même fuir son mari quand elle est toujours bloquée dans le même cadre. Donc, même question de ligne de fuite, en fait, créer des alternatives. Donc, c'est une femme qui a signé le papier de retour volontaire. En France, nous avons vécu chez la cousine de mon mari. Je n'avais pas de problème majeur. J'ai vécu là-bas jusqu'à ce que mon fils ait 3 mois. Une fois, quand on était à table en train de manger, je lui ai parlé de mon chagrin, de ma famille qui me manquait énormément. Donc, elle, la cousine de mon mari, m'a parlé de l'OFI, une organisation qui m'a dit qu'ils pouvaient m'aider à retourner en Tunisie. Je suis allé à l'OFI et ils m'ont promis de m'aider en Tunisie, mais je suis revenu en Tunisie. J'ai trouvé que tout est chamboulé. Tout ce qu'on m'avait promis, je ne l'ai pas trouvé. On m'avait dit qu'ils m'aideraient à élever mon fils, mais ça n'a pas... Donc elle est allée taper la porte à Tunis et ils m'ont dit on ne te connaît pas, en fait. Donc voilà, c'est la mauvaise foi aussi de l'administration coloniale. Donc il y a... Donc, Abdoul, un autre subsaharien, parce qu'il y a une catégorie de retour du subsaharien, en fait. Donc, cette volonté migratoire, elle est partout, en fait. Donc, cette catégorie de volontaires, il dit... Donc, je l'ai rencontré il y a un mois à Sfax. Il y a des personnes qui ont opté pour un retour volontaire parce qu'ils n'ont plus de quoi financer le voyage en Europe, parce qu'ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas travailler en Tunisie, ils sont réprimés, etc. Ils subissent tout le temps de la violence. Il vaut mieux signer, sauf que c'est très compliqué de signer pour moi, parce que lui, il a des raisons et tout. Je n'y arrive pas. J'ai un pote actuellement qui n'y arrive pas aussi, il est nigérien. Moi, je suis camerounais, mais je suis actuellement bloqué, je ne veux pas revenir chez moi pour différentes raisons. J'ai un pote, il est là, il attend, ça fait plus d'un mois qu'il attend de retour volontaire parce que quand vous remplissez les formalités, soit on vous cherche avec le bus, soit on vous donne rendez-vous. On vous emmène à Tunis, soit à Zarzis, là où il y a les camps, sauf qu'actuellement, il y a beaucoup des camps, c'est saturé. Même quand ils signent les retours volontaires, ils ne rentrent pas, en fait. C'est ça, en fait. C'est une catégorie vraiment très minoritaire et imaginaire, mais qui domine le champ humanitaire. Donc, la volonté volontaire, parce que tous ceux qui travaillent pour déculpabiliser, ils disent... Parce que le travail de psychologue, c'est catastrophique, en fait, avec des personnes... Moi, j'ai fait des interviews, des gens qui pleurent tout le temps, qui disent ils sont moqués de nous, ils se sont moqués de nous. Et ils les invitent... Voilà, beaucoup de choses. Donc, tout ça pour dire que ces politiques migratoires, en fait, elles traversent nos quotidiens et elles détruisent toutes les relations et les projets, en fait, les relations interfamiliales ou intrafamiliales, donc des familles divisées. Une personne qui a soutenu sa thèse, elle ne pouvait pas inviter sa maman, excusez-moi. Donc, elle a fait sa thèse pour sa maman, mais elle ne pouvait pas inviter sa maman. Donc, vraiment des étudiants, des familles qui s'investissent pour leurs enfants, qui partent à l'étranger, etc. Donc des projets nationaux. Quand tu as fait tes études à l'extérieur, à l'étranger, tu veux rentrer dans ton pays, mais tu dois attendre les papiers disant la nationalité. Du coup, tu rentres après que tu es en retraite. Donc voilà, tout est bloqué par rapport à la question des... Je finis avec 2 mots? Non, ok. Non, c'est Fanon, c'est pas moi. Donc, la perspective colonialiste, il dit Fanon, il doit toujours exister sur le sol occupé un minimum de terreur. Policiers, administrateurs racistes et prévaricateurs collants, abominables et malhonnêteté et de jouissances perverses, tissent sur l'ensemble du pays colonisé un réseau très strict au sein duquel l'autochtone se sent littéralement immobilisé. Fin de citation. Merci pour votre attention.